Bonjour à tous. Alors pour commencer, David, est-ce que vous pouvez nous rappeler en gros la conception immersive, c'est quoi? Parce que vous êtes dans le sujet depuis longtemps. Ah oui, d'accord. Bon, peut-être présentez-vous tous d'abord ce que vous faites dans vos groupes respectifs. Bonjour, bonjour. Waouh. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi fort que je m'entends, c'est impressionnant. Je m'appelle David Naon, je travaille chez Dassault Systèmes, en particulier au 3D Experience Lab et autour des activités d'innovation ouverte qui impliquent les technologies immersives, de réalité augmentée, virtuelle, etc. Et je fais de l'innovation ouverte essentiellement. Bonjour, Valérie Allier. Donc, je dirige une équipe de recherche au sein de Technicolor Research Innovation à Rennes. Et donc, nous travaillons sur des systèmes de captation light field, champ de lumière, avec comme objectif de créer des données vidéo réelles, volumétriques, à destination d'usages immersifs, que ce soit dans la VR ou dans la mixed reality. Ça marche. Bonjour, Guillaume Duverger. Donc moi, je suis dans le groupe L'Oréal et je suis en charge de l'engineering du groupe concernant les machines de production. Bonjour, Aurélie Perruchon, groupe Alstom. Je suis responsable du centre de réalité virtuelle dans plutôt le métier engineering. D'accord, merci à tous. Donc je reviens à ma question. David, la conception immersive, en gros, en résumé, c'est quoi aujourd'hui? Alors ça sera sûrement plus facile si je laisse Grégory 2 secondes amener une petite slide de... Bon là chez lui, avec un peu de chance, elle sera à l'écran dans quelques secondes. Je vais me lever du coup, faire un petit... on va dire une petite introduction, je vais essayer d'être bref. Mais en gros, voici ce que chez nous on appelle donc le cycle de vie du produit, Product Life Cycle, qui part vraiment des phases d'idéation et de réflexion sur ce que sera le futur produit, puis les phases de développement en tant que tel du produit, d'ingénierie et de simulation. En parallèle ou juste après le développement des outils qui vont permettre de fabriquer ces produits-là. Et puis une fois que le produit est là, il faut le vendre, donc il faut le promouvoir, on va dire que c'est plutôt du marketing, et puis il faut le vendre, c'est du sales. Et on arrive après à tout ce qui est after sales, donc une fois qu'on possède ce produit ou cette usine, il faut l'opérer, il faut la maintenir, etc. Et sur tout ce cycle de vie du produit, on voit qu'il y a essentiellement 7 use cases principaux qu'on retrouve à certains endroits. L'usine étant le manufacturing, un microcosme en tant que tel, on a un cycle entier de conception aussi au niveau de l'usine. Mais fondamentalement, je vais essayer d'en balayer 3 qui me paraissent les principaux en 5 minutes et de voir comment ils se recoupent. Si on peut passer à la slide d'après. Oui. Ah ouais, c'est low-tech, hein, mais c'est pas grave. Ça fonctionne. On m'a dit pas de PowerPoint, alors je donnais des images, mais en fait c'est un peu un PowerPoint. C'est pas grave. Ce qui est pas nouveau et qui pour moi est la valeur clé et intrinsèque de l'apport de ces technologies, et en particulier de la réalité virtuelle, c'est la capacité qu'on va avoir à simuler la future expérience utilisateur d'un futur utilisateur, donc d'un produit qui n'existe pas encore. Et donc dans ces phases amont de conception en particulier, être sûr que le produit qu'on est en train d'imaginer va être un bon produit, c'est absolument clé, à la fois pour les entreprises qui vont exploiter ces solutions-là et pour les utilisateurs de ces solutions, c'est-à-dire les équipes de conception. La valeur clé, c'est vraiment de faire, et Andras l'a pas mal évoqué, une conception qui inclut l'utilisateur au centre de la boucle et qui fait que le produit qu'on va plus tard faire sera vraiment approprié à un usage qu'on a bien déterminé et qu'on aura réussi à vendre aussi en interne à l'intérieur de l'entreprise avant de commencer à dépenser beaucoup d'argent à le développer, ce qui a priori doit se faire dans cet ordre-là. Je veux bien qu'on passe à la deuxième. Hop, une petite seconde. Hop. L'étape d'après, alors j'ai sauté les phases d'ingénierie et de visualisation très technique et des bénéfices de la VR pour aller vers un sujet qui a été évoqué, qui est bien incarné effectivement par des gens comme Diota ici, qui est le support aux équipes qui vont fabriquer et concevoir les produits. Alors pourquoi ça apporte de la valeur? C'est la liberté que ça va apporter aux opérateurs
en termes de charge cognitive en particulier, et donc du coup permettre d'être moins stressé, plus efficace, plus productif, ce qui est un bénéfice pour l'entreprise qui exploite ces solutions. Ce qu'on voit arriver et qui me paraît fondamental, c'est une évolution de la chaîne de conception et de fabrication qui fait que ce type de support est de plus en plus nécessaire parce que les chaînes de fabrication sont de plus en plus flexibles. Et si on passe sur la slide après, on va voir un usage qui est la vente et quelque chose qui est extrêmement demandé par l'industrie. C'est tout ce qui est donc configurateur de vente. Aujourd'hui, par exemple, nous on travaille avec la marque DS pour remplacer dans les concessions des expériences qui jusque-là étaient j'ai une vraie voiture et je la regarde, par une expérience qui est complètement virtualisée. Et le futur client peut essayer entre guillemets le véhicule et en tout cas en percevoir une partie des options, des variantes et de tout un tas de choses comme ça, qui fait qu'en fait le produit qu'il voit, il est de toute façon unique, on ne le verra pas en entier dans le magasin. Et ce qui me paraît assez intéressant, et je ne sais pas comment mes collègues le voient, c'est qu'il y a un lien en fait entre cette dimension-là et le manufacturing. En fait, grâce à la réalité virtuelle, on donne accès à de la 3D à une grande majorité, enfin une vaste population, qui du coup a l'opportunité de configurer, de choisir son produit, ce qui demande à ce que le produit soit fabriqué d'une manière la plus versatile et la plus flexible possible, puisque en fait l'opérateur ne va jamais fabriquer 2 fois la même chose. Et donc être capable de guider l'opérateur just in time sur des opérations qu'il doit faire, c'est clé pour pouvoir arriver à ce type d'expérience client en fait au niveau des achats. Et tout ça se marie et c'est, je pense, la grosse mutation industrielle qu'on est en train de voir arriver. Merci David. Alors Aurélie, pour rentrer un peu dans le concret, est-ce que vous pouvez nous parler des cas d'usage d'Alstom aujourd'hui sur la réalité virtuelle, la conception immersive? Je propose de passer à la petite vidéo qui résume un peu, qui va vous montrer un peu tous nos cas et après je reviendrai sur chacun d'eux. Alors ce n'est pas celle-là, car ce sont des voitures et nous faisons des trains. Ah, c'est... Il est tard. Enfin, je veux dire, il est tôt. Ne te venge pas, David. Engineering. Au début, on a vu les cas design and styling. Là, on voit de la collaboration, ce qui est très important chez nous. Là, vous pouvez voir de l'ergonomie, un petit 360, de l'ergonomie encore côté poste de conduite. Et là, on est sur soit indus, soit maintenance, validation d'accessibilité. Et pour finir, encore du style. Donc pour revenir un peu plus en détail sur tous les cas d'usage que vous avez vus, donc le premier, design and styling, c'est le plus évident. Donc dans celui-là, on va regarder les différentes hypothèses de couleurs et matériaux et utiliser ça avec le client, bien sûr, pour anticiper toutes les validations. Dans le cas engineering, ça va être de séance de conception. Donc nous, pour fabriquer un train, on a plusieurs équipes qui travaillent en même temps de par le monde. Donc par exemple, il va y avoir le poste de conduite qui va être fait à Reichshofen. Le train va être intégré en Afrique du Sud. Il va être construit dans une autre usine. Le car body va être fait ailleurs, etc. Donc on a une très forte problématique de collaboration. Donc l'idée, c'est d'amener tout le monde autour de la même 3D, de la même maquette et qu'ils puissent
interagir en même temps et regarder surtout ce qui va se passer aux interfaces entre la construction de ces différents éléments, puisque c'est là que vont apparaître tous les problèmes. Ensuite, le dernier cas qui est un peu indus, maintenance, hein, ça va être un peu les mêmes problématiques. Il y en a qui vont chercher à monter et les autres à démonter. Mais en gros, c'est regarder tout ce qui est accessibilité, ergonomie des opérateurs pour réaliser les différentes opérations. Merci. Alors, Guillaume, pour rester dans la même thématique, est-ce que vous pouvez nous parler de vos cas d'usage à vous chez L'Oréal? Parce que c'est un peu différent d'Alstom quand même. Oui. Alors, chez L'Oréal, effectivement, on fait des produits des cosmétiques, donc on parle plus produit final. Pour ma part, je suis plus dans la partie manufacturing, dans la partie équipement. Nous, on a fait le choix de travailler sur la réalité virtuelle dans un premier temps, principalement dans l'objectif de refaire une revue de conception, donc toute la partie hygiénique, la partie performance, la partie sécurité. Donc ça, c'est le premier step que l'on a développé. On en était très contents, donc on a continué, on a fait de la réalité augmentée pour vérifier que nos équipements rentrent bien dans nos usines et surtout que la mise en place de ces équipements n'impactait pas les structures bâtiments ou rentrait bien dans la gestion du changement. Donc ça, c'était le deuxième step. On peut lancer la petite vidéo pour illustrer le résultat. Je vais y aller doucement maintenant. Très bien. Et autour de ces deux items, on a vu un intérêt autour de l'ergonomie. Puisqu'effectivement, pour nous, la revue de conception, c'est vraiment du prédictif. On se permet d'être en dehors du projet opérationnel et donc de regarder dans le détail. Alors que la partie réalité augmentée nous permet de vérifier encore une fois en virtuel, mais on est déjà un petit peu plus avancé dans le projet et donc d'avoir un petit peu plus de latitude sur les ajustements. Donc là, vous avez l'exemple de l'usine de Sycos dans le nord de la France, qui a été l'usine pilote pour ce projet. Et donc là, vous voyez un équipement de fabrication. Donc c'est dans ces équipements-là que les crèmes de soins sont produites. Et donc on a projeté en réalité augmentée, via HoloLens, le futur équipement dans son emplacement. Et donc on a impliqué une équipe relativement riche, pluridisciplinaire, donc de l'opérateur jusqu'au comité de direction. Chacun a pu prendre note des points intéressants, des points améliorés. Et donc on consolide tout un projet en équipe. Et surtout, on réduit, on va parler chiffres après, mais on réduit énormément le risque autour de ces équipements et le temps de mise en place. Donc c'est toute une organisation, hein, c'est des projets de l'ordre de l'année. Donc on a pas mal de monde qui travaille dessus et des coûts importants. C'est le premier projet sur lequel on intègre ces technologies-là. On l'a intégré dans nos cahiers des charges, donc c'est quelque chose qu'on va faire de manière cyclique désormais. Et on est assisté par des partenaires qui connaissent bien la technologie, qui connaissent bien nos cahiers des charges. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement fluide et qui fonctionne bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors Valérie, vous chez Technicolor, vous nous parliez de photogrammétrie, de light field. Vous avez peut-être une sensibilité un peu plus cinématographique, mais vous travaillez quand même avec des industriels. Je pense notamment à ce que vous avez fait avec Chevrolet et The Mill. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Oui. Donc effectivement, dans les cas d'usage en fait pour Technicolor sont autour de la création de contenu, que ce soit dans l'industrie du film ou de l'industrie de la publicité. Donc de manière générale, la conception immersive, elle s'invite aujourd'hui dans toutes les étapes de la création, que ce soit en pré-production pour pouvoir prévisualiser les paramètres de shooting, le positionnement des caméras, le positionnement des lumières, et donc préparer en fait les scènes des prises de vue, mais également aussi en production avec la capacité de voir en temps réel les effets visuels, avoir un pré-rendu d'effets visuels et d'être vraiment créatif, de vraiment pouvoir en amont avoir ce retour sur le contenu final. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants pour à la fois augmenter la capacité, la production de contenu et assurer la qualité des prises de vue, mais également pour augmenter la capacité créative en fait, des réalisateurs et des créatifs. Et effectivement, comme vous l'avez indiqué, ça nous permet également de développer de nouveaux médias avec de nouveaux usages. Et le cas qui sera montré, comme vous aviez commencé, on va finir la vidéo, donc d'une collaboration entre The Mill, Unreal et Chevrolet, où The Mill a développé des systèmes spécifiques pour pouvoir intégrer du contenu photoréaliste, qui est donc la voiture que vous voyez là, dans un environnement totalement réel, et donc de permettre d'avoir cette visualisation. Ici, on a la Blackbird qui a été développée par The Mill,
qui va permettre de capter cet environnement réel et d'y intégrer en temps réel donc, le véhicule et de permettre à l'utilisateur final, dans une expérience aujourd'hui interactive de vente, de pouvoir modifier les paramètres de ce qui a été filmé, le paramètre du rendu, et donc d'avoir cette vidéo très photoréaliste. Voilà. Merci. Alors David, on a parlé tout à l'heure. Pardon, David en a parlé tout à l'heure, mais la conception aujourd'hui avec l'immersion prend une place de plus en plus large, un spectre qui déborde jusqu'à l'industrialisation, la production. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu tous de, comment dire, des gains en compétitivité, des KPI principaux que ça vous fait gagner? En gros, qu'est-ce que l'immersion apporte concrètement à l'entreprise en termes de revenus, de retour sur investissement, voilà, de gains réels et financiers Moi, je peux commencer pour la partie L'Oréal. Donc, nous, ce qu'on a pu remarquer sur ce premier projet, c'est une implication d'équipe beaucoup plus importante. Et dans ces projets, c'est essentiel. C'est tout le résultat final, hein, l'expertise, le savoir des personnes qui manipulent ces équipements-là. Ça, c'est le premier point, mais difficilement chiffrable. C'est de l'humain. On a un peu plus de chiffres sur la partie timing. On peut estimer qu'on peut réduire de 15% le temps de déploiement et de mise en place de ces équipements. Donc c'est 15% en moins de temps pour réagir sur les demandes du marché, etc. Donc c'est de l'agilité. Et d'un point de vue ergonomie, c'est incalculable en termes de chiffres, puisqu'on parle de facteur humain encore une fois. Mais sur l'espace de travail, on a gagné 20% en condensant les modules de cet équipement. Et donc on offre plus de latitude aux opérateurs pour évoluer dans leur environnement définitif. Donc c'est du confort, mais c'est aussi de la sécurité au travail. Donc c'est essentiel. Aujourd'hui, ces gains sont très bien perçus sur le terrain. Oui, alors pour la partie Alstom, si je reprends les différents cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur le design and styling, ce qu'on va gagner, c'est un gain de temps, puisqu'on va chercher à anticiper les validations avec le client. Donc c'est très important d'avoir l'accord client sur les différentes hypothèses. Donc ça, c'est une première chose. On va aussi essayer de réduire le nombre de maquettes physiques si possible. Donc là, on peut gagner, ça coûte assez cher de réaliser une maquette. Je ne dis pas qu'on va toutes les remplacer, mais au minimum, on va diminuer le nombre et essayer de faire bon du premier coup. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Genre typiquement une maquette, ça coûte combien Une maquette, ça peut aller de 20 à 100 KE. D'accord. Et ça dépend si on fait une maquette de voiture complète, une partie de voiture... un poste de conduite. Donc si on réduit le nombre de maquettes de 10 à 3, ça peut faire 3... Après, ça dépend des projets. Après, il y a des clients qui insistent vraiment d'avoir forcément une maquette physique. Donc là, on ne va pas réduire, mais au minimum, on va anticiper les validations et n'en faire qu'une seule. Il y a aussi un gain en termes d'image de marque, évidemment, parce que tout ce qui est design, ça fait bien voir. Et donc, une image de nouvelles technologies, par rapport à la marque, le fait qu'on utilise bien les nouvelles technos. Donc là, c'est pour le design. Ensuite, pour l'engineering, on va gagner sur, pareil, des avancées en temps et en productivité, puisque les gens peuvent se parler plus facilement et collaborer ensemble. Il y a beaucoup de personnes au sein d'Alstom qui ont fait leur ROI sur les équipements de réalité virtuelle tout simplement par la réduction des frais de déplacement. C'est ce qui est le plus simple à calculer, en fait. Quand on collabore avec l'Inde ou même en France, quand on regarde les coûts de ne pas aller sur place et de collaborer en virtuel, ça chiffre vite. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Évidemment, encore une fois, le bon du premier coup, donc anticiper les validations et tout ce qui est en particulier sur Indus et maintenance. Ce qu'on va regarder, c'est éviter les coûts de rétroconception et là, ça peut chiffrer très 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 vite. Donc c'est valider les outillages bien en amont, parce qu'actuellement les industriels, nous le premier train on le vend, donc on n'a pas intérêt à se louper. Donc il faut valider tout ce qui est outillage, etc. Et là les industriels peuvent le valider avant d'être sur la chaîne et dès les premières 3D, et ça c'était pas fait jusqu'à avant l'usage de ces technos-là. On a parlé de gain en temps. Est-ce que vous avez calculé le gain en temps également, justement, sur cette validation? Tout ce qui est gain en temps sur les avancées projets, c'est vraiment le truc le plus dur à chiffrer. Et donc, quand on fait nos ROI, finalement, la chose paraît intuitive qu'on va gagner en temps, mais c'est inchiffrable. C'est pour ça qu'on chiffre plutôt sur des frais de déplacement, des maquettes. C'est ce qu'il y a de plus dur, en effet, à contrôler.
Parce que vous pouvez donner des très bons outils à une mauvaise équipe projet, ils vont mettre plus de temps. Alors qu'une bonne équipe projet avec des mauvais outils peut... On va se mettre dans le cas où il y a une très bonne équipe projet avec des très bons outils. Oui, je pense qu'on doit gagner d'ordre de, je dirais, 10 à 20%. Il y a une métrique qui est difficile à mesurer, mais c'est une métrique humaine. En fait, je pense que l'implication, tu l'as un peu dit, l'implication d'équipes dans le process de conception, par exemple, de leur futur poste de travail, est quelque chose d'assez critique, que ce soit sur une chaîne de montage ou d'assemblage, mais même dans une cuisine chez Sodexo, dans un magasin. En gros, donner la parole aux personnes qui seront après sur le terrain et leur permettre d'exprimer comment eux, ils verraient leur poste de travail, non seulement d'un point de vue de leur propre confort, mais aussi de leur propre efficacité. Donc toute une approche lean comme ça me paraît être extrêmement clé. Jusque-là, la 3D était quelque chose d'assez peu accessible à des populations qui n'étaient pas des spécialistes. Et la VR vient rendre possible finalement l'usage par l'exemple de Sodexo est réel, quoi. La dame qui sert à la cantine de l'entreprise, si on lui avait dit tiens, mets ton casque et regarde comment tu seras, elle aurait dit mais attends, je vois pas le plateau de la personne qui passe là, je suis obligé de faire ça tous les jours. Et donc ça énerve tout le monde, on est obligé de lever le machin. Et c'est juste un exemple tout bête, mais ça permet donc une espèce de co-création, de co-conception avec les futurs acteurs du terrain qui rend l'entreprise plus humaine. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, même si c'était très, très difficile à mesurer. Je rejoins pleinement cette remarque, hein, juste pour rajouter un point. Ce qu'on a pu remarquer dans nos pilotes, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui font la performance et la qualité de nos produits. Il y a des machines, mais c'est avant tout des personnes. Et aujourd'hui, si on donne le maximum d'implication et entre guillemets de moyens, on va dire, plaisants à ces personnes, aujourd'hui, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, ces deux outils, RVR, ont vraiment impliqué des équipes à un seuil que nous, on n'avait pas pu atteindre sur des moyens conventionnels. Donc, c'est un moyen, c'est un levier, mais c'est un levier intuitif, un levier qui donne envie. Et aujourd'hui, ça lève énormément de barrières. C'est vrai que pour compléter sur ces aspects-là, on peut avoir des gains en temps de production qui vont pouvoir être chiffrés. Mais il y a un élément très important pour tout ce qui est créatif, pour tout ce qui est artistique, c'est véritablement le gain en créativité. Avoir la capacité d'avoir un pré-rendu au moment d'une prise de vue, au moment de la création d'un contenu, d'avoir un pré-rendu en temps interactif, voilà, ça va décupler les capacités créatives et les idées et le côté artistique de la création. Donc ça, c'est également un gain qui est important et qui est peut-être plus important que le fait que le rendu sera en temps réel plus qu'un rendu qui va mettre beaucoup plus de temps à être généré. Ouais, parce que Aurélie, typiquement, vous sur du train, enfin des équipements de ce type, le prototypage traditionnel, il était assez limité en termes de, enfin, vous faisiez pas trop d'essais, vous preniez pas trop de liberté. Est-ce que justement ces conceptions immersives et virtuelles permettent de plus prototyper, de tenter plus de choses, de découvrir de nouvelles choses que vous n'auriez pas fait auparavant sans ça? Alors oui, bien sûr, parce que pour nous, le temps de réaliser une maquette, c'est énorme. Si on parle d'une maquette de voiture, on va la lancer, donc on va figer la conception à un moment donné, on va lancer en fabrication, on va la récupérer au minimum un mois après. Entre-temps, le projet il a déjà évolué, la maquette arrive, les gens arrivent et disent c'est plus ça. Donc c'est très compliqué. Évidemment, le virtuel va permettre de valider plus d'hypothèses, de regarder plus de choses, que ce soit en design and styling, mais aussi en conception, c'est évident. D'accord. Alors, David nous a parlé tout à l'heure d'ergonomie sur le poste de travail, qui est un point qui est vraiment très important. Guillaume, vous avez rebondi là-dessus. Aurélie, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi quand vous concevez les trains ou pas? Est-ce que c'est l'aspect ergonomie pour les passagers, pour les opérateurs, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Oui, bien sûr. Donc, je dirais que c'est la validation ergonomique, c'est l'intérêt le plus visible de la réalité virtuelle. Quand on parle de conception immersive, c'est vraiment de se mettre à la place de l'opérateur ou du conducteur. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la petite vidéo tout à l'heure, effectivement, on voyait de la validation de poste de conduite. Donc, ergonomie, c'était est-ce que la personne va accéder aux différents boutons, on parle du conducteur. Mais sinon, il y a énormément de validation ergonomique au niveau indus et maintenance.
Donc typiquement, on a un soudeur qui va arriver avec un outillage et une torche de soudure. On a eu le cas il n'y a pas longtemps justement. Donc il va promener sa torche virtuelle et là il va voir que son outillage l'empêche d'accéder à certains points ou de voir certaines choses. Donc là on revient sur la validation de l'outillage en amont. Ce genre de choses avant étaient découvertes directement quand le premier soudeur faisait la première opération et du coup rétroconception d'outillage et bam. Merci. Alors, il y a aussi une question, parce que le thème de la table ronde, c'est quand même la démocratisation. David, bon, même des grands groupes comme L'Oréal et Alstom avaient des caves pendant très longtemps, donc c'était pas un souci. Mais est-ce que, pour vous, l'arrivée des casques et la baisse des coûts a quand même permis d'avoir plus d'usage, à plus d'opérateurs, aussi à des sous-traitants, à des partenaires comment vraiment ça s'est démocratisé là, ces 5 dernières années? Alors pour L'Oréal, nous on a commencé petit, hein, on a vraiment intégré effectivement initialement les caves. Ensuite on a migré sur des casques filaires, on va dire grand public, plutôt dans des installations fixes, dans des centres de recherche ou des centres d'engineering. On migre tout doucement, vu que les technologies vont relativement vite, vers des solutions mobiles. Aujourd'hui en interne, on prévoit d'avoir l'accès à ces technologies sur chacun de nos sites. Et surtout, le plus intéressant et le plus important, c'est l'interconnectivité de ces équipements avec nos partenaires externes. L'idée, effectivement, je rejoins le point sur la partie mobilité, c'est d'être plus rapide et de moins être tributaire de la disponibilité des personnes physiques et de pouvoir agir au plus tôt, au bon endroit. Donc oui, on est dans cette démarche-là. Après, c'est vrai qu'on est dans une démarche aussi d'avancer step by step, ne pas aller trop vite, que aussi les personnes qui utilisent ces équipements soient décisionnaires sur une technologie ou une autre, qui se sentent à l'aise. Donc on est encore en train de se chercher, mais je suis assez confiant vu le niveau de développement qui arrive, de trouver ce qui nous convient et puis de laisser le choix aux personnes qui utilisent. Ouais, j'ai une approche un peu similaire. Nous, on voit donc beaucoup de clients qui sont aux différents endroits du cycle de vie du produit. Suivant l'endroit du cycle, on va avoir un usage qui est plus casual ou fréquent en fait de certaines technologies, qui va du coup nécessiter des équipements matériels qui sont plus ou moins évolués. Une donnée qu'on peut à peu près valider, c'est que on va voir des espaces assez vides pour faire du room scale VR, typiquement avec du Vive Pro qui sera bientôt sans fil, ou des approches sac à dos, etc. Et donc ça va demander des mètres carrés qui restent des choses assez chères, surtout en ville et là où travaillent les gens qui ont des professions plutôt intellectuelles. Donc ça va remplacer sûrement des caves qui jusque-là étaient vraiment dans les sièges, en tout cas chez les grandes entreprises. Et puis toute la mouvance Mixed Reality de Microsoft qui permet finalement assez facilement à n'importe qui d'avoir sur son bureau un casque. On va imaginer assez bien que dans les phases d'ingénierie en particulier, à un instant T, le concepteur va mettre le casque sur sa tête pour aller vérifier que ce qu'il est en train de faire est bien consistant. Et ça, je pense que cette transformation, c'est pour l'année qui arrive là. Et nous, éditeurs de solutions logicielles, on supporte tout ce petit monde-là, travailler ensemble, donc sur la continuité de toutes ces solutions. Et je pense que ça aussi, c'est un facteur de transformation, on va dire, des process. C'est l'intégration finalement de la réalité virtuelle dans le quotidien des process des gens qui travaillent, et plus comme une activité, on va dire, de niche centralisée par un centre d'innovation VR qui était souvent matérialisé par un grand système et tout tourné autour de ça. On va décentraliser complètement les systèmes. Et finalement, le cœur du système, c'est le serveur qui centralise toutes les données et qui les sert à tout le monde, quoi. Juste une remarque, ça veut dire que pour démocratiser cette technologie, alors que ce soit dans les petites entreprises ou dans différentes directions des grands groupes, vous imaginez, vous, un accompagnement pour amener les gens à utiliser de plus en plus ça? Vous vous débrouillez comment? Alors pour notre part, oui, effectivement, on a développé ces technologies chez nos fournisseurs, parce qu'on a quand même beaucoup de fournisseurs d'équipements. On a certains fournisseurs qui étaient précurseurs aussi sur ces technologies-là, ce qui va dans le bon sens aussi, puisqu'on est irrigué de feedback terrain, donc ça, on est très friand de ça aussi. On est plutôt dans une logique de récupérer, de consolider et ensuite de diluer nos attentes. Donc ça va dans les deux sens.
moi je veux bien réagir aussi par rapport à ça. Donc effectivement, chez Alstom, si on suit l'intégration de la VR, au début on avait un CAD wall. Bon, on n'avait pas un kev, mais on avait un CAD wall. Enfin, on a toujours un CAD wall d'ailleurs. Bon, il y a un certain coût d'implantation. Donc quand on voit que nous on est un site vraiment très très étendu, beaucoup de sites de par le monde, on peut pas mettre des CAD walls partout. Donc l'idée au départ c'était que les gens viennent faire leur séance à Paris. Bon. Ça n'a pas duré longtemps car il faut une proximité au système de réalité virtuelle. Donc après ce qu'on a fait c'est qu'on a déployé des mini écrans 3D, on va dire. C'est probablement vous connaissez le VR in a case d'immersion, donc c'est le petit projecteur 3D, donc on va dire système entre guillemets low cost, hein. On est autour des 80 KE par rapport à une salle à 200 KE ou plus, hein, selon votre techno de projecteur. Donc là, on a démocratisé un peu plus, on a commencé à mettre le collaboratif, et puis sont arrivés... alors on suivait un peu les casques, mais ce qui a vraiment fait la révolution, c'est le HTC Vive. Bon, et là, c'est un système complètement low cost, puisqu'on peut l'intégrer. Donc le casque en lui-même, c'est moins de 1000 euros. Bon, si on prend le PC avec, bon, on arrive à 10 KE, on va dire, ouais, parce qu'on a des gros modèles, hein, au niveau train. Donc il faut avoir un PC. Le PC, maintenant, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc ça, on commence à prospecter pour en mettre un peu partout. Et effectivement, là, on va targeter que les gens puissent être complètement autonomes sur ce genre de système et n'aient plus recours à un expert VR, comme on peut en avoir besoin pour gérer une salle avec un CAD wall. Vous avez forcément besoin d'un expert qui sait maintenir le système et l'exploiter. Alors que quand vous êtes en casque et que vous avez un soft suffisamment autonome, vous faites click in VR et là, n'importe qui peut importer ses données et passer en VR. Donc nous, on va juste accompagner pour leur montrer le système et leur, on va dire, les premiers pas à prendre en main le système. Et après, le but, c'est que les gens soient autonomes. Oui, dans le domaine de la création donc, cinématographique, l'écosystème il fait beaucoup d'indépendants. Et donc, c'est vrai que dans notre environnement, la convergence entre le monde du film et le monde du jeu va permettre en fait à tous ces créateurs de pouvoir avoir accès à des technologies immersives et pouvoir plus facilement vraiment bénéficier des technologies plutôt orientées game engine, mais être capable à partir de là d'avoir encore une fois une visualisation du contenu qu'ils vont pouvoir créer et ça peut se démocratiser de façon importante. D'accord, alors il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ou pas? Est-ce que des gens ont des questions? Levez la main. Oui, bonjour, Christian Gallieu, CAD Magazine. Justement, cette question de la démocratisation m'intéresse. Est-ce que vous avez réussi dans vos usages respectifs à standardiser l'usage de ces outils en fonction de vos cycles de développement? Par exemple, un traitement de texte ou un tableur, aujourd'hui, on le prend de manière automatique quand on veut traiter du texte ou quand on veut faire des tableaux. Est-ce qu'aujourd'hui, voire dans vos activités respectives, on utilise un casque de manière quasi systématique quand on veut vérifier l'accostement des tôles sur une voiture ou l'ergonomie d'un poste? Alors oui, chez L'Oréal, on l'a standardisé dans la partie engineering, c'est-à-dire que dans les phases projet majeures, donc c'est-à-dire qu'on a découpé en X%, on intègre la revue de design pour justement blinder l'approche performance, sécurité et qualité. Et aujourd'hui, c'est dans nos cahiers des charges standards. Donc aujourd'hui, tous nos fournisseurs qui sont consultés pour des équipements doivent répondre à cette exigence de passage par cette nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, que ce soit sur la partie revue de conception, revue d'implantation et analyse ergonomique. Côté Alstom, nous, on a en effet intégré des revues obligatoires au sein du cycle de développement. Donc pour l'instant, bon, j'avoue, il y a encore du travail à faire là-dessus. Mais effectivement, ça va aussi avec la gestion du changement et des méthodes de travail. Et donc, il faut effectivement cadrer un peu la chose. Et donc là, actuellement, nous, on a 3 grosses revues projets le long du cycle de développement. On va parler en cycle en V, c'est la phase de descente. Et donc, on a 3 revues obligatoires avec les systèmes de réalité virtuelle pour valider la maquette avant ces 3 grosses revues. Mais après, dans la pratique, les gens, ils viennent plutôt chaque semaine, en fait, pour faire leur revue d'avancée de conception. Nous, côté solution,
en fait, on normalise d'une certaine manière ces activités-là en packageant nos offres sous forme de rôles, donc en fait de métiers. Et donc on a des solutions qui sont des ensembles d'applications qui sont dans les différentes brands qui sont appropriées et qui permettent à une population donnée de savoir quel est le type de solution dont il a besoin pour faire tel type de tâche. Donc on anticipe déjà finalement la démocratisation massive parce qu'on y croit et donc on investit beaucoup là-dessus. Et pour nous c'est déjà une réalité, quoi. Oui, bonjour, Yohan Gallo. J'avais une petite question par rapport, c'est un complément à la question qu'a posée la personne tout à l'heure. Est-ce qu'en fait, ça ne serait pas la disparition du cycle en V, puisque derrière toute cette phase amont-aval en termes de conception, en fait, à la fin, on finit par mélanger tout le monde dans le cadre des revues de conception itératives pour arriver tout à la fin à un produit, et que le cycle en V va venir par disparaître pour faire place à une nouvelle forme de gestion de projet avec cette possibilité de tester en temps réel ce qui a été conçu, quoi. C'est une bonne remarque, je dirais. En effet, le but étant d'anticiper au maximum, on va là où on gagne, c'est en amenant à anticiper le plus possible, le plus tôt possible dans le projet, des choses qu'on voyait uniquement à la fin du cycle. Donc, en effet, la question prend son sens. Alors je confirme, effectivement, c'est un point essentiel. Lorsqu'on intègre ce type de technologie, il faut remettre en cause ses modes de fonctionnement. C'est une condition sine qua non. Si on reste dans son mode de fonctionnement original, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, on utilise la technologie, mais quelque part pour se faire plaisir ou pour faire plaisir, alors que nous, ce qu'on cherche, c'est qu'elle serve vraiment à amener du bénéfice, et c'est ce qui fait qu'elle finit standardisée, finalement. Donc aujourd'hui, un des points de vigilance, on va en parler après, c'est effectivement l'intégration de la technologie au bon moment du projet. Ni trop tôt, parce que finalement, il n'y a pas encore d'intérêt, ni trop tard, puisqu'on ne peut plus modifier les équipements, et donc, quelque part, on est frustré de voir qu'on a encore la vision de la modification, mais qu'on ne peut plus agir, puisque le timing du projet roule également. Donc ça, c'est un point clé et un point de vigilance. Donc, également dans le cadre de la conception de créative, c'est effectivement ce type de technologie a vraiment révolutionné et transforme encore actuellement tout le workflow de création. Donc le workflow de création est en train de changer énormément parce que justement l'interaction et l'intégration de différentes étapes qui avant étaient très structurées est complètement remis en cause, et donc tout ça est en train de se transformer. Pas mieux. Est-ce qu'on a une dernière question ou pas? Non? Ok. Monsieur avait une objection. Il veut peut-être pas la... Moi, sinon, j'en ai une. Donc, ok, on a beaucoup parlé. Quels sont les points, je pense plutôt à nos deux industriels, quels sont les points importants à avoir en tête pour une utilisation, en gros, à succès de ces technologies? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire qui peuvent se révéler contre-productives? Alors, un des pièges pour nous à éviter, c'est de forcer la technologie sur une application, c'est-à-dire de se dire à tout prix il faut prendre cette techno-là pour faire tel résultat. C'est plutôt l'inverse, c'est de se dire j'ai un besoin, de vraiment cibler son besoin, ses attentes, et ensuite de réfléchir ensemble avec les utilisateurs définitifs ce qui peut répondre aux besoins. Ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième, c'est, comme toujours, mais c'est essentiel pour tout projet, c'est l'implication globale. Ne pas prendre uniquement des gestionnaires de projet, mais intégrer des membres d'une équipe pluridisciplinaire. Donc ça passe de l'opérateur au comité de direction, à des ingénieurs, à des développeurs, vraiment voir large. Après, effectivement, il faut cadrer parce qu'un projet, c'est quand même timé. Et le dernier point, c'est de positionner ces technologies-là dans des jalons clés. Exactement sur le même point de vigilance que je mentionnais juste avant, ne pas le faire trop tôt pour quand même garder un certain rythme tout au long du projet, et ne pas le faire trop tard pour ne pas frustrer. Donc ça, c'est vraiment les 3 points majeurs de notre retour d'expérience. Il suffit, pour moi, le point de vigilance évident, c'est de se rappeler que l'expérience, en particulier avec un casque, elle a lieu dans le monde physique réel.
On a un corps qui appartient au monde physique et ça, on a beau vouloir s'en échapper, on ne s'en échappera pas. Et donc, une expérience immersive, c'est avant tout penser à ce qui va se passer dans le monde physique. Donc, pas réaliser tout à coup que en fait, la personne, elle est assise à un bureau, elle ne peut pas se reculer sa chaise et elle va se manger le bureau avec ses contrôleurs dans la main. C'est bête, hein, mais ça fait partie de l'expérience et c'est absolument clé. Le monde, la conception d'une expérience immersive commence par se demander ce qui se passe dans le monde physique réel et les contingences sensorimotrices. C'est super important. Oui. Donc moi, je dirais pour que une techno de Hervé soit bien utilisée, l'important c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir y accéder et l'utiliser. Donc proximité géographique avec l'outil, c'est-à-dire que l'outil doit être dans le bureau, dans le bâtiment, pas plus loin. Et un temps de préparation très court, c'est-à-dire ne pas passer par X cycles de conversion de données non automatisés, en tout cas pour pouvoir avoir sa simulation virtuelle. Et troisième point, c'est la user interface, donc effectivement le lien avec le physique, mais aussi donc que la personne puisse être autonome pour lancer sa propre simu, et c'est là qu'on va gagner sur l'utilisation des gens. Eh bien, merci à tous les quatre. C'est la fin de cette table ronde. On va désormais passer à la deuxième keynote qui sera assurée par Diota et l'ENSAM.